Donc Magali, si tu veux redonner le lien PDF pour pouvoir suivre ta mini-conférence, tu peux le faire sur le chat maintenant. Voilà, parfait. Et nous te laissons la parole en te remerciant pour l'exposé que tu vas faire. Donc je rappelle le sujet. Il s'agit de la réforme de la gouvernance économique européenne. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je vais essayer, ça va pas être facile parce que je pense que là vous êtes tous fatigués, de vous exposer donc la réforme de la gouvernance économique européenne, une réforme qui a été initiée il y a près 2 ans et qui est là vraiment on est vraiment dans le vif du sujet. Vous avez dû sûrement entendre, bon, bien sûr, le pacte de stabilité et de croissance, le futur pacte budgétaire qui est donc le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. On a également eu le MES, donc, qui a été bien développé par Lior la dernière fois. On a, alors ça peut-être que vous en avez encore moins entendu parler, le six-pack et le two-pack, qui sont donc deux réformes du pacte de stabilité et de croissance. Donc je vais essayer de vous dégrossir tout ça. C'est un travail que j'ai initié sur le blog contre la Cour depuis 6 mois. C'est comme un gros pulse pour moi parce que j'ai fait un petit peu des découvertes au hasard et c'est intéressant ce soir de vous expliquer tout ça parce que moi, ça me permet aussi de refaire le pulse et de trouver une cohérence à tout ce travail. Donc, pour ce qui est de la gouvernance économique européenne, en fait, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Je vous ai un petit peu dit les principaux thèmes, là. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qu'on explique peu. Les Français en entendent parler tous les jours, peut-être sans le savoir ou sans faire le lien avec les institutions européennes. On leur parle tous les jours de la nécessité de réduire les déficits, de maîtriser les dépenses, d'encadrer les processus budgétaires nationaux. Donc en réalité, ils ne le savent pas, mais c'est une réalité qui a été, c'est une problématique qui a été initiée à l'échelle européenne avec une réforme de grande ampleur qui est menée depuis plusieurs mois et dont la seule partie, on va dire, haute de l'iceberg est visible. C'est celle sur laquelle les États membres et notamment les élus nationaux ont un réel pouvoir de décision et de blocage. Le fait même qu'on en parle aujourd'hui, c'est en fait une conséquence de l'échec de la négociation au niveau communautaire, puisque cet échec a conduit la réforme à passer de l'autre côté, du côté de l'intergouvernemental, et donc de dépendre de nos élus locaux. En réalité, cette voie intergouvernementale représente peu de choses par rapport à ce qui a été initié au sein même des institutions européennes et qui a été réformé donc, depuis un petit peu plus d'un an. Donc, pour faire court et pour vous expliquer un petit peu le plan de l'exposé, je vais commencer donc, pour les non-initiés, pour que les non-initiés au droit européen comprennent un petit peu de quoi il s'agit, expliquer les bases de la gouvernance économique européenne, expliquer un petit peu ce que c'est que le pacte de stabilité et de croissance. Ensuite, expliquer comment ce pacte et comment les autres réformes peuvent être initiées. Tout dépend des textes, tout dépend des niveaux juridiques, les modalités de réforme ne sont pas les mêmes, sont plus ou moins lourdes. Et ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet pour expliquer qu'est-ce qui a été réformé, quel est le contenu de la réforme de la gouvernance économique européenne. Alors, qu'est-ce que la gouvernance économique européenne? C'est une compétence, donc la compétence budgétaire qui relève exclusivement des États membres, contrairement à la compétence monétaire qui, elle, relève de l'Union européenne. Donc, c'est un petit peu la monnaie commune aujourd'hui, elle repose sur un principe unijambiste. On a l'impression qu'elle marche un petit peu à cloche-pied. Et ce qui implique donc aujourd'hui la nécessité de renforcer la gouvernance économique européenne, de renforcer la gouvernance des processus budgétaires nationaux. Donc la gouvernance économique européenne, elle a bien sûr été initiée dès le traité de Maastricht, qui a posé les premières bases permettant de construire l'euro, la monnaie unique. Il s'agissait à l'époque de poser donc les conditions du passage à la monnaie unique par la coordination des politiques économiques qui relève, je le rappelle, d'une compétence exclusivement nationale. Pour ceux qui veulent aller fouiller un petit peu plus loin, il s'agit des articles 102 à 104 du traité instituant la communauté européenne, qui aujourd'hui, ces articles sont aujourd'hui les articles 119 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À côté de ce traité de Maastricht, donc du cœur du traité même, on a un protocole qui est annexé à ce traité
et qui met en place les règles limitant les déficits excessifs. C'est les fameux 3 critères dont on entend beaucoup parler. Un critère qui limite l'inflation, ne permet pas de dépasser une certaine moyenne existante dans les 3 États les plus faibles de l'Union européenne. Un critère qui est relatif à la dette. La dette ne peut pas dépasser un seuil de 60% du PIB. Et un critère relatif donc au déficit budgétaire qui, eux, ne peuvent pas dépasser 3% du PIB. Donc, je resynthétise un peu tout ça. La gouvernance économique, c'est donc le traité de Maastricht, qui est devenu donc le traité de Lisbonne. C'est aussi le protocole concernant le déficit excessif. Et c'est à partir de l'année 1997, avec le Conseil européen d'Amsterdam, du 17 juin 1997, c'est le pacte de stabilité et de croissance qui, lui, fait rentrer l'Union européenne dans la deuxième phase de construction de l'Union économique et monétaire, permettant donc la réelle mise en place de la zone euro. Le pacte de stabilité et de croissance, on entend beaucoup parler, c'est le pacte qui met en place un réel mécanisme permettant de faire respecter les 3 critères issus du protocole annexé donc, au traité de Maastricht. Le pacte de stabilité et de croissance, il implique 2 volets, un volet préventif et un volet correctif. Le volet préventif, il est là pour faire en sorte que les États respectent donc, les critères de convergence et de stabilité issus du traité. Et le volet correctif, il est là pour sanctionner les États qui ne respecteraient pas ces critères. Pour le volet préventif, les États ont l'obligation chaque année de remettre un programme soit de stabilité, soit de convergence à la Commission. La Commission en fait l'analyse et éventuellement, si elle estime que ce programme n'est pas satisfaisant, elle demande au Conseil de remettre des recommandations. Le Conseil vote alors à la majorité qualifiée. Le volet correctif, lui, donc met en place un mécanisme de sanction. Si un État dépasse le seuil de 3% du déficit autorisé, la Commission européenne émet un avis, auquel cas le Conseil européen peut décider qu'il existe un déficit excessif, et si c'est le cas, il émet des recommandations sur proposition de la Commission, toujours. L'État mis en cause dispose alors de 6 mois pour engager une action suivie des faits. Si au bout de ces 6 mois, les institutions européennes estiment qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour réduire son déficit excessif, l'État est alors mis en demeure et il dispose de 4 mois pour faire ses preuves. Sinon, des sanctions pourront lui être appliquées qui peuvent aller du dépôt ne portant pas intérêt jusqu'à l'amende. Donc ça, les 2 volets que je viens de vous présenter, le volet préventif et le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, c'est un mécanisme qui existait jusqu'à l'année dernière, puisqu'il a été réformé par la réforme du six-pack, que je vais vous expliquer à la fin de l'exposé. Je garde le meilleur pour la fin. Alors, le pacte de stabilité et de croissance a longtemps été critiqué comme étant un pacte non respecté. Il faut savoir que 13 États actuellement au sein de l'Union européenne sont soumis à une procédure pour déficit excessif, dont la France. Les sanctions n'ont jamais été appliquées. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la Hongrie dernièrement, qui vient de se voir geler ses dotations, ses subventions européennes dans le cadre du Fonds de solidarité pour le développement des régions. Alors, c'est une découverte que j'ai faite, mais je n'étais pas au courant. Cette sanction ne relève pas du pacte de stabilité et de croissance, elle relève du traité, du texte mettant en place cette dotation de solidarité, qui permet donc de geler les subventions si l'État ne respecte pas la limitation à 3% du déficit excessif. Donc voilà, on a donc quand même des textes sur la gouvernance économique qui étaient assez bien ficelés. Seulement donc le traité, le protocole annexé au traité et le pacte de stabilité et de croissance. Mais on a vu depuis 15 ans, 20 ans, que les règles qui mettaient en place n'étaient pas respectées et les sanctions n'étaient pas mises en œuvre. Donc depuis 2 ans, les institutions européennes s'activent
et on chercha à renforcer la discipline budgétaire. Selon qu'il s'agisse des 3 sources du droit que je viens de vous évoquer, les modalités de réforme sont plus ou moins lourdes. Elles font intervenir ou pas les parlements nationaux, donc les élus nationaux. Ce qui implique que l'Union européenne, dans un souci d'urgence, a bien sûr privilégié les modalités de réforme qui ne font pas intervenir les parlements nationaux. On a également vu, pire encore, l'échec du processus communautaire, vu que les modalités de réforme aujourd'hui ne passent plus par les institutions européennes, mais sont sorties et rentrent dans ce que j'appelle le cadre intergouvernemental. Donc, pour ce qui est du processus communautaire, je vous disais donc que selon la base juridique, les modalités de réforme n'étaient pas les mêmes. Alors, si l'Union européenne souhaite modifier le pacte de stabilité et de croissance, qui repose donc sur 2 règlements européens, les modalités de réforme découlent de la procédure ordinaire. C'est l'ex-procédure de codécision qui fait intervenir donc le Conseil européen et le Parlement européen. Sur proposition de la Commission, les 2 institutions s'entendent, une navette effectuée entre les 2 chambres, le texte fait un va-et-vient afin qu'on trouve un compromis qui puisse être accepté par les 2 institutions, par le Parlement et par le Conseil. Donc c'est une procédure qui est relativement souple pour ce qui est de réformer le pacte de stabilité et de croissance. Pour ce qui est du protocole relatif au déficit excessif, donc le protocole qui est annexé au traité de fonctionnement de l'Union européenne, la procédure de réforme est un petit peu plus lourde, c'est ce qu'on appelle la procédure spéciale. Elle demande l'unanimité du Conseil après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Alors, il faut unanimité du Conseil, mais vous l'avez noté, le Parlement européen ne dispose plus d'un veto, si on peut dire. Il n'a plus à donner son accord, et il est juste consulté pour avis. Pour ce qui est de réformer le traité en lui-même, c'est-à-dire le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et non plus son protocole, alors là, les 3 organes de décision sont appelés, non seulement donc la Commission, qui émet une proposition de réforme, et ensuite il faut l'accord à la fois du Parlement européen et du Conseil européen. Mais une fois donc ce texte est validé à l'échelle européenne, il faut qu'elle soit validée à l'échelle nationale. Ça a été le cas lors effectivement de la réforme, des différentes réformes du traité de Maastricht, du traité instituant la communauté européenne, qui a été réformé lors de ce qu'on appelle la réforme du traité de Nice, du traité d'Amsterdam et dernièrement du traité de Lisbonne. La France a dû approuver à travers son Parlement national cette réforme, et l'Irlande, par exemple, a une procédure qui est un petit peu différente, puisqu'à chaque fois, elle doit consulter son peuple via un référendum. Donc c'est une procédure qui est beaucoup plus lourde. Le fait de réformer le texte même du traité, c'est plus complexe. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été une procédure qui a été éjectée par les institutions européennes, qui, pour réformer la gouvernance économique, souhaitaient s'en tenir à la réforme des règlements instituant le pacte de stabilité et de croissance. C'est la réforme du Six-Pack qui a été initiée à l'automne dernier, et la réforme du Two-Pack qui est en cours et que je vais vous expliquer juste après. Alors, d'après ce qu'on a pu lire au niveau de la presse, il semblerait qu'une réforme du protocole annexé au traité était envisagée. Donc, comme je vous l'ai dit, cette réforme du protocole n'implique pas non plus l'accord des parlements nationaux. Malheureusement, il se trouve que le Royaume-Uni, comme vous avez pu l'entendre lors du sommet de décembre 2011, n'a pas souhaité prendre part à la réforme de la gouvernance économique. C'est ce qui explique que le cadre communautaire a dû être abandonné, parce qu'apparemment l'Allemagne tenait à cette réforme. Et du coup, cette réforme est passée dans le volet intergouvernemental. Elle ne dépend plus que d'un traité, un traité international lambda, donc il ne dépend plus de l'Union européenne, et qui a été signé par les 25 États souhaitant prendre part à cette réforme de la gouvernance économique européenne. Donc c'est un véritable échec du cadre communautaire qui a été assez mal vécu par les parlementaires européens.
qui ont pu s'exprimer et débattre au lendemain du Conseil européen de novembre 2011, je crois début décembre 2011. Les eurodéputés avaient vraiment taclé ce projet de réforme. Ils souhaitaient qu'il soit réintégré dans le cadre communautaire. Mais visiblement, ça n'a pas pu être fait. L'Allemagne n'a pas souhaité, à mon avis, n'a pas souhaité abandonner son projet de réforme, qui est resté dans le cadre intergouvernemental. Donc, le dernier avis qui a été remis par les parlementaires européens, c'est un avis de mars 2011, où visiblement ils ont trouvé un terrain d'entente, un compromis avec les membres du Conseil. Ils ont indiqué dans leur résolution la volonté d'intégrer tous les éléments qui seraient ratifiés par les États à travers ce nouveau traité intergouvernemental. Toutes les dispositions de ce traité devraient être intégrées au droit européen dans un délai de 5 ans. Donc, pour que ça vous parle un petit peu plus, à mon avis, ce fameux traité international dont je vous parle, c'est en réalité le pacte budgétaire. On en entend pas mal parler sur la scène française, notamment à l'occasion des présidentielles, puisque c'est le fameux traité, le fameux pacte que François Hollande souhaite renégocier. Alors, pour ce qui est de la renégociation, en fait, François Hollande veut simplement y ajouter un volet croissance. Il ne souhaite pas remettre en cause les dispositions qui sont actuellement inscrites dans le traité. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que ce pacte budgétaire. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un pacte sur lequel les États se sont entendus lors du sommet du 9 décembre 2011. Sa rédaction finale a été arrêtée lors du sommet du 30 janvier 2012 et sa signature a été effectuée le 2 mars dernier. Alors, ce traité est composé de 16 articles, donc c'est un traité relativement court. Il prévoit notamment, et c'est ce qui fait débat sur la scène nationale, l'obligation d'instituer une règle d'or dans notre droit national. Le traité indique que différentes dispositions devront être introduites dans la législation nationale dans un délai d'1 an suivant l'entrée en vigueur du traité, sous forme de dispositions contraignantes et permanentes et de préférence constitutionnelle. Il faut savoir que la version initiale prévoyait l'obligation du niveau constitutionnel. C'était une volonté de l'Allemagne, puisque elle-même a dans sa constitution la règle d'or, mais qui, visiblement, au fur et à mesure des négociations, cette obligation de constitutionnalité a été annulée. Et maintenant, la disposition doit uniquement être introduite dans un texte contraignant, ce qui pourrait être dans le droit français une loi organique ou une loi de ce même type. Donc, pour ce qui est de cette règle d'or, elle devra prévoir 3 éléments. Le premier, c'est le principe de l'équilibre ou de l'excédent budgétaire. Le deuxième, c'est le fait de plafonner le déficit structurel à 0,5% du PIB au lieu de 1% actuellement. Alors, je fais une petite parenthèse, mais il faut bien noter qu'il s'agit du déficit structurel et non pas du déficit conjoncturel, qui lui reste limité à 3% du PIB. En plus de ces 2 éléments, donc le principe de l'équilibre et le plafonnement du déficit structurel, la règle d'or devra également prévoir un mécanisme de correction automatique inscrit donc dans le droit national. Si cette règle d'or n'est pas introduite dans la législation nationale, un État signataire du traité pourra porter plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne afin d'enjoindre donc l'État qui ne respecte pas cette introduction de la règle d'or. Cet État pourra faire l'objet d'une amende allant jusqu'à 0,1% de son PIB national. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ce qui est de la France, si elle n'introduisait pas cette règle d'or, elle pourrait encourir une amende allant jusqu'à 2 milliards d'euros. En plus donc, de cette règle d'or qui sera soumise à un contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a une obligation de réduction de la dette qui serait de 1/20 par an si celle-ci dépassait 60% du PIB.
Donc voilà pour ce qui est du volet intergouvernemental, qui donc, je le répète, est complètement indépendant du cadre communautaire, du cadre de l'Union européenne. Pour ce qui est du calendrier d'adoption, ce traité devrait rentrer en vigueur s'il est ratifié par 12 au moins des 25 États signataires. Je rappelle que donc le Royaume-Uni et la République tchèque ont refusé de signer ce traité. D'après ce que j'ai pu lire dans la presse, la Hongrie a déjà ratifié ce traité ce mois-ci. Pour ce qui est de la France, cette ratification est prévue, ou du moins, parce que je ne vais pas m'avancer sur le fait que ce traité sera ratifié ou pas, même si je pense qu'il sera ratifié, le débat au Parlement devrait se tenir après les élections législatives. Il impliquera vraisemblablement une révision de la Constitution française pour ce qui est de l'introduction de la règle d'or dans le droit national. On se souvient du débat, je ne sais pas si vous l'aviez suivi, du débat qui avait eu lieu en juillet 2011 à propos de la règle d'or que voulait introduire Nicolas Sarkozy, pour ce qui est de plafonner, même d'interdire les déficits budgétaires dans les lois de finances françaises. Cette volonté d'introduire une règle d'or avait finalement été abandonnée parce qu'elle nécessitait la réforme constitutionnelle. Donc c'était une démarche qui était trop compliquée. La majorité n'était pas réunie pour effectuer ce type de réforme. Pour faire une dernière parenthèse sur ce pacte budgétaire, le référendum n'est pas envisagé par les deux principaux candidats que sont Nicolas Sarkozy, qui juge ce traité trop compliqué. Une question avait été posée par des journalistes et Nicolas Sarkozy avait dit que ce traité était trop compliqué pour faire l'objet d'un référendum. Il avait à l'époque indiqué que ce traité comporte de 200 à 250 articles. Alors que si vous avez noté ce que je vous disais tout à l'heure, ce traité ne comporte en réalité que 16 articles. Donc Nicolas Sarkozy, comme vous pouvez le constater, n'a visiblement pas lu le pacte budgétaire, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro. Je pense que du coup, vous allez en savoir plus que le président de la République sur ce traité maintenant. Pour ce qui est de François Hollande, il refuse également ce référendum, il indique sa volonté de réformer le traité, et selon lui, le vrai référendum se tiendra le 6 mai. Si vous élisez François Hollande, vous serez sûr qu'il y aura peut-être un volet croissance introduit à ce pacte budgétaire. Alors, pour terminer sur ce pacte budgétaire, on en a beaucoup entendu parler et les Français sont saisis de la question lors du débat sur l'adoption du mécanisme européen de stabilité. Les socialistes ont refusé de ratifier ce mécanisme européen de stabilité parce que, selon eux, il faisait le lien, du moins il conditionnait l'accès aux aides du MES par la ratification du pacte budgétaire. En réalité, le lien entre les deux traités, entre le traité MES et le pacte budgétaire, est un lien qui est uniquement politique et non pas juridique. La vraie condition pour l'accès aux aides du mécanisme européen de stabilité, c'est en réalité le respect du pacte de stabilité et de croissance, donc le respect des règles qui sont inscrites dans le traité européen et dans les règlements annexes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment dommage que le débat sur le mécanisme européen de stabilité n'ait pas permis aux Français de prendre conscience de l'énorme réforme de la gouvernance économique européenne qui est à l'œuvre depuis plusieurs mois. Alors effectivement, il y a ce pacte budgétaire qui fait beaucoup parler parce qu'il fera l'objet d'un débat sur la scène nationale, parce que son entrée en vigueur nécessite la ratification des États membres. Mais à côté de ça, le pacte de stabilité et de croissance, qui lui est déjà applicable et depuis longtemps, a fait l'objet à l'automne dernier d'une énorme réforme qui s'appelle la réforme du six-pack. Alors, cette réforme est passée complètement inaperçue dans les médias français.
C'est regrettable parce qu'elle implique de réels changements, et pour le coup, à mon avis, beaucoup plus importants que les changements qui seront effectués par le pacte budgétaire. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le six-pack, c'est donc un ensemble de textes qui sont là pour réformer le pacte de stabilité et de croissance. Dans ces 6 textes, il y a 5 règlements et une directive. Alors pour info, pour ceux qui ne sont pas initiés au droit européen, un règlement, c'est donc un texte qui est directement applicable aux États membres, alors qu'une directive, pour être applicable, elle nécessite le vote de loi, donc de loi nationale. La directive ne fixe que des objectifs. Les États membres sont libres de mettre en place les moyens qu'ils estiment être les meilleurs pour atteindre cet objectif. Pour en revenir donc au six-pack, pour ce qui est des 5 règlements qui sont là pour réformer le pacte de stabilité et de croissance, on a donc un volet préventif que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui a été réformé, qui a été renforcé. Et là, pour le coup, c'est un petit peu cocasse. Le volet préventif a été assorti de ce que moi j'appelle, entre guillemets, une sanction préventive. Donc avant, on avait des sanctions qui étaient le monopole du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance. Maintenant, les sanctions sont partagées entre le volet préventif et le volet correctif. C'est-à-dire qu'un État qui a été enjoint par les institutions européennes d'éviter une future situation déficitaire, donc il n'est pas encore dans une situation déficitaire, pourra être sanctionnée parce qu'elle n'a pas pris n'a pas effectué les réformes nécessaires pour éviter cette situation déficitaire. Pour vous expliquer brièvement ce qu'implique le six-pack en termes de réforme du pacte de stabilité et de croissance, on a donc un renforcement des sanctions avec un glissement de l'échelle des sanctions qui donc a glissé vers le volet préventif. Avant, la sanction de principe était le dépôt portant intérêt. Maintenant, la sanction de principe, c'est l'amende. Donc, dès qu'un État aura dépassé le seuil des 3% de déficit autorisé, ce sera directement l'amende qui sera appliquée, non plus le dépôt portant intérêt. Il y a également eu un renforcement du rôle de la Commission. Auparavant, la Commission était là uniquement pour faire des propositions au Conseil. C'était le Conseil qui prenait la décision finale d'appliquer ou non les sanctions, d'envoyer ou non des recommandations aux États membres. Maintenant, c'est la Commission qui prendra ce type de décision et c'est le Conseil, s'il refuse que ces dispositions soient appliquées, qui devra explicitement le mentionner. Donc, on a un mécanisme de décision automatique qui est mise en œuvre, de décision implicite ou de décision tacite. Si la Commission veut faire passer certains textes, elle les fera passer et le Conseil ensuite doit explicitement mentionner son refus et non plus son accord. C'est ce qu'on appelle le principe de la décision par majorité inversée. Pour ce qui est des mesures donc, qui ont été introduites par le six-pack, on a également la mise en place d'un semestre européen des politiques économiques qui permet de discuter des différentes réformes qui sont menées à l'échelle nationale, de coordonner les différentes réformes qui sont menées donc, à l'échelle nationale. Et on a également ça je le reconnais parce que le six-pack, pour le coup, fait une mince place aux parlements nationaux qui pourront être invités à débattre au sein du Parlement européen des différentes mesures qui pourraient être prises contre leur État. À côté donc, de cette réforme du volet préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, le six-pack est venu introduire un nouveau cadre de surveillance budgétaire. C'est la surveillance des déséquilibres macroéconomiques qui, elle aussi, du coup, est organisée avec un volet préventif et un volet correctif. Pour vous prouver que le six-pack n'est pas que des textes, il a été voté en novembre dernier, mais il est d'ores et déjà applicable, puisque 16 États
ont déjà été placés en février dernier sous surveillance macroéconomique. La France en fait partie. La France auquel il est reproché d'avoir un déficit commercial trop important. Et visiblement, donc, ce six-pack n'était pas suffisant pour ce qui est de réformer la gouvernance économique européenne, puisqu'il y a une réforme qui est en cours et qui s'appelle la réforme du two-pack. Le two-pack, c'est donc deux nouveaux règlements européens qui sont là pour renforcer encore davantage le pacte de stabilité et de croissance. Ces deux règlements ont été publiés par la Commission européenne le 23 novembre dernier. Ils ont été approuvés par le Conseil réunissant les ministres des Finances le 21 février 2012. Et le Parlement européen devrait se saisir, s'est saisi du texte au travers de ces commissions, mais devrait en débattre et voter sur ces deux règlements début juillet 2012. Donc c'est une réforme qui est très rapide. Le two-pack prévoit donc deux règlements. Je vais vous donner les noms exacts pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Le règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro. Il y a également le règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'élaboration des projets et des plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs des États membres de la zone euro. Ce deuxième règlement, qui est porté par une eurodéputée socialiste, une eurodéputée portugaise qui s'appelle Elisa Ferreira, viendra mettre en place une règle d'or. C'est très dommageable que les députés français n'en parlent pas, les députés socialistes. Je leur en veux beaucoup, puisqu'ils n'hésitent pas, ils n'ont pas hésité à critiquer la proposition de réforme qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy en juillet 2011 et qui visait donc à introduire une règle d'or dans notre droit national. Aujourd'hui, visiblement, ils ne sont plus du tout opposés à cette règle d'or. Non seulement François Hollande ne veut pas remettre en cause les dispositions du pacte budgétaire que je vous ai présenté tout à l'heure, mais visiblement, ils devront se saisir d'un règlement qui est porté par une collègue eurodéputée socialiste. Donc, pour en revenir sur le fond du two-pack, le premier règlement, qui est relatif donc au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés. Ce règlement est également applicable aux États bénéficiant ou souhaitant bénéficier d'une assistance financière. Il vise donc à renforcer la surveillance budgétaire de ces États en difficulté. La décision de mettre sous procédure entre guillemets de sérieuses difficultés financières serait décidée par le Conseil sur proposition de la Commission. Les États membres placés sous cette procédure devraient entretenir des rapports soutenus avec la Commission et la Banque centrale européenne pour résoudre leurs difficultés. Ils devraient en outre remettre un rapport trimestriel. Une analyse de la soutenabilité de la dette pour les États souhaitant bénéficier d'une aide sera effectuée par la Commission. Et les États souhaitant bénéficier d'une aide ou bénéficiant d'une aide, par exemple du mécanisme européen de stabilité, devront remettre des programmes d'ajustement qui prouveraient leur capacité à plus ou moins long terme à se refinancer intégralement sur les marchés financiers. Donc voilà, c'est un règlement qui visiblement a été établi pour encadrer le fait que certains États disposeront d'une aide financière de la part des États européens. Le deuxième règlement dont je vous parlais, le règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'élaboration des projets et des plans budgétaires, c'est un règlement qui institue une règle d'or. Il vise à renforcer le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance par une surveillance plus étroite des États membres, une surveillance qui ne serait plus non seulement annuelle, mais infra-annuelle. L'Union européenne pourra venir scruter les budgets en cours, les budgets exercés, on a vu, non plus seulement les projets de budget. Ce règlement vise également à renforcer le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance.
des recommandations seront prises par la Commission européenne, validées par le Conseil, et elles devront être prises en compte dans les budgets nationaux. Les États européens, en plus du programme de stabilité qu'ils remettent en mars ou en avril de chaque année, devront remettre un plan budgétaire à moyen terme qui prouvera donc leur volonté de respecter les critères de stabilité sur, je pense, une échelle de 3 années. Alors, pour ce qui est de la règle d'or, ce règlement vise également à inscrire dans les processus budgétaires nationaux, donc dans un texte contraignant de préférence constitutionnelle, on retrouve encore la rédaction qui est dans le pacte budgétaire, donc inscrire dans leur processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme, un objectif donc qui vise à respecter les règles du pacte de stabilité et de croissance. Les États auront également l'obligation de mettre en place un conseil budgétaire indépendant chargé de veiller au respect de cet objectif. Et ils devront communiquer leur projet de loi de finances à la Commission avant le 15 octobre. La Commission pourra alors adopter un avis présenté au Parlement national si celui-ci en fait la demande. Et si la Commission estime qu'il y a un manquement particulièrement grave au niveau de la rédaction de ce projet de loi de finances, elles pourront demander la révision dans un délai de 15 jours. Donc là, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on parle beaucoup du pacte budgétaire pour ce qui est de l'établissement de la règle d'or. Là, on a un règlement dont personne ne parle, qui vise à encadrer réellement le processus budgétaire national, qui vise à permettre à la Commission de mettre les mains dans nos projets de loi et de nous indiquer réellement ce qu'il faut réformer, ce qu'il faut écrire ou ce qu'il ne faut pas écrire dans nos projets de loi de finances. Alors déjà, il faut savoir que le Parlement français est réellement une véritable chambre d'enregistrement pour ce qui est de voter les projets de loi de finances qui sont rédigés par le gouvernement français. Le Parlement français n'a pas énormément de marge de manœuvre pour ce qui est de réduire ou d'augmenter les impôts, ou de réduire ou d'augmenter les dépenses. Là, en plus donc de ce carcan, on va dire, du pouvoir exécutif, on va avoir un carcan européen qui fait que notre Parlement français sera, en plus de ce qu'il est déjà, une simple chambre d'enregistrement pour ce qui est des textes non seulement européens, mais également des textes français. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vais refaire un petit point pour conclure. On a donc une gouvernance économique européenne qui découle de 3 textes, le traité en lui-même, le protocole, ainsi que les règlements instituant le pacte de stabilité et de croissance. On a un six-pack et un two-pack qui ont été votés et qui sont en cours visant à réformer le pacte de stabilité et de croissance. On a visiblement une réforme du protocole qui a échoué de par le refus du Royaume-Uni d'y prendre part, et qui du coup, cette réforme est passée dans le cadre intergouvernemental et prend forme au travers du pacte budgétaire qui sera discuté par le Parlement français après les élections législatives. Voilà, merci. Très bien, merci. Et merci à toi Magali pour cette présentation. Si certains ont des questions, vous pouvez me les transmettre maintenant. Je pense que c'était très complet, donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions. Mais allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'en aurais juste une pour faire un peu le lien avec les précédents exposés que nous avons eus au sein des libres journaux. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement la cohérence ou non que tu vois entre les différents petits trucs qui sont en train de nous passer actuellement et dont on entend relativement peu parler en fait, hein. C'est-à-dire tout ce qui est FESF, MES, la règle d'or. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de l'idéologie économique européenne à ce niveau? Et peut-être qu'est-ce qui va venir après, quoi?
parce que là, on a l'impression qu'ils chargent la barque dans tous ces domaines économiques. Alors pour ce qui est de la cohérence, pour le coup, c'est relativement cohérent. On a un euro qui est actuellement en difficulté parce que visiblement les règles du pacte de stabilité et de croissance n'ont jamais été respectées par les États. Donc pour le coup, les États là, visiblement s'enchaînent, se mettent un carcan, se, renforcent les possibilités de sanctions. Donc bon, certains pourraient penser qu'ils se tirent une balle dans le pied pour ce qui est de la démocratie nationale, mais c'est relativement cohérent. Si on veut faire survivre la monnaie commune, il va falloir mettre en place. C'est les bases du gouvernement, du futur gouvernement économique européen. Donc oui, c'est cohérent. Après, pour ce qui est donc du FESF et du MES, là, ce sont plutôt le volet financier qui pourront aider les États en difficulté, pour leur permettre d'accéder à des prêts moins onéreux. Effectivement, mais là c'est normal, hein, pour que les États européens puissent prendre en charge, puissent garantir ces prêts, si les États bénéficiaires ne peuvent pas les rembourser, il faut que les États bénéficiaires s'engagent à respecter un certain nombre de règles de discipline budgétaire pour qu'on soit certain que l'argent qu'on met à leur disposition n'aille pas serve à quelque chose, quoi. Ouais. Très bien, merci pour la réponse. J'ai une question de Kaetel, un auditeur, alors qui est, enfin, c'est pas vraiment hors conférence, mais ça n'a pas de lien immédiat. Mais il voudrait savoir en gros, dans combien de temps tu pronostiques la disparition de la France au profit de l'Europe? Parce qu'on a l'impression quand même que chaque nouvelle mesure fait disparaître un petit peu plus la France. Donc, est-ce que tu as voilà, un petit pronostic à ce niveau-là? Alors, en termes de temps, non, je n'ai pas de pronostic, ou alors peut-être à dire qu'elle a déjà disparu. Tout dépend ce qu'on entend par France. Certains diront qu'effectivement la France est toujours représentée au Conseil européen, que donc les décisions qui sont prises par la France, par notre président ou par nos ministres, donc elles sont prises en toute connaissance de cause. La France y participe, elle souhaite y participer, ça continue. Moi, j'ai tendance à penser que la France, elle est surtout représentée par nos parlementaires. C'est une représentation de la souveraineté populaire. Et là, pour le coup, effectivement, elle a vraiment disparu. Elle a disparu depuis pas mal de temps. La séparation des pouvoirs n'existe plus. Je pense, enfin, j'espère que les auditeurs ont compris que toutes ces règles qui sont instituées en termes de gouvernance européenne viennent vraiment tuer la séparation des pouvoirs. Le Parlement français n'a vraiment plus aucun mot à dire en termes de décision sur le budget de la France. Alors on a l'outre Varior, pseudo intéressant, qui demande est-ce qu'il y a eu un référendum pour l'entrée de la France dans la zone euro lors de sa création? Il me semble que c'était Maastricht, non? Oui, c'est ça. C'était Maastricht, évidemment. Mais bon, pour le coup, j'étais trop petite, donc je ne sais pas les débats qui se sont tenus à ce sujet. Je ne sais pas si les Français ont pris toute la mesure des règles de discipline budgétaire que la monnaie unique impliquait. Je pense que non. Je pense que si on leur explique, ils sont évidemment contre ce carcan. On voit tout ce qui suit, toutes les personnes qui peuvent éventuellement soutenir à la fois les programmes de Marine Le Pen, de Nicolas Dupont-Aignan et de Mélenchon. On voit clairement la volonté de ne pas respecter de ne pas respecter ces règles. Tout le débat qu'on a sur la règle d'or, il est assez représentatif. On ne veut pas s'imposer des règles, on ne veut pas imposer des règles aux futures générations pour ce qui est de voter les budgets annuels. Autre question, parce que on a eu l'impression que, à écouter tes interventions au cours de la soirée, que tu étais proche de l'UPR, voire, alors peut-être membre ou au moins sympathisante. Je te demanderai pas si tu en es membre d'ailleurs, mais
On a Patrick, qui est notre libéral bien connu ici, qui te demande si tu penses que le droit de sécession de l'Union européenne est applicable dans les faits. C'est-à-dire l'article 50. Certes, il existe, certes, il est écrit, mais techniquement, est-ce que tu penses vraiment que si un État voulait l'utiliser, ce serait possible? Alors là, c'est marrant parce que je vais faire une réponse que je déteste en fait. C'est la réponse que me font les hommes politiques que j'interroge à ce sujet en levant la main discrètement et en leur disant oui, non mais vous connaissez là toutes vos propositions, en fait elles sont inapplicables au regard des traités. Et là ils me répondent oui, mais vous comprenez, il y a le politique et puis il y a le juridique. Et avec la volonté politique, tout est possible. Donc, tout est possible, oui. D'autant que là, on a un article sur lequel s'appuyer, donc autant s'en servir. Patrick me précise qu'il n'y a aucun protocole concrètement prévu. D'ailleurs, je sais pas si c'est vrai, parce qu'il me semble que ça explique qu'il y a 2 ans maximum de négociations, à l'issue desquelles la France, par exemple, sortirait. Mais tu vas peut-être me répondre plus précisément. Ah oui, effectivement, l'article 50 prévoit, je crois que c'est 2 ans maximum pour mettre en place les conditions de la sortie. C'est 2 ans de négociation avec nos partenaires européens pour mettre en place des conditions réunies pour une sortie de l'Union européenne. Je ne sais pas si effectivement il y aurait besoin de préciser davantage ces règles. Je pense qu'un traité n'est pas là pour préciser les conditions de sa sortie. Cet article me paraît suffisant. Je pense pas que politiquement enfin, voilà, pour répondre un petit peu plus précisément à Patrick, je vais pas faire une réponse de politicienne. Je pense pas que les conditions politiques soient réunies pour une sortie. Je pense pas que les Français sont prêts à entendre parler de la sortie. D'ailleurs, une remarque que me font souvent les militants du Front National qui m'indiquent mais oui, Marine Le Pen est évidemment pour la sortie de l'Union européenne, mais elle n'ose pas en parler pour pas faire peur. Donc elle pense plutôt à une renégociation, elle indique plutôt une renégociation, mais en fait elle veut sortir. Donc oui, je sais pas, je pense qu'il faudra plusieurs années pour que on en parle et pour que les Français prennent conscience de l'article 50, qu'ils prennent conscience que ces 2 ans sont là pour mettre en place des conditions réussies de sortie, que évidemment rien ne sera fait à la légère, que tout sera pensé, pesé. Très bien, merci Magali. Nous allons nous arrêter là. Est-ce que tu souhaites encore dire un mot? Sinon, je ferai la conclusion. Juste un petit mot pour vous remercier de m'avoir écouté. Merci.